À la fin du XIXe siècle, la marine américaine avait finalement réussi, en partie grâce à un cuirassé brésilien, effrayant certains politiciens pour obtenir enfin des fonds du Congrès américain, même lorsqu'ils n'étaient pas en guerre avec un autre pays. Cela avait conduit à la création des premiers éléments de ce qu'on appelait la nouvelle marine d'acier ou la flotte ABC. D'après les initiales de certains des premiers navires construits pour elle, et avec ces nouvelles capacités, un certain intérêt s'était manifesté pour ce qui se passait réellement en dehors des frontières des États-Unis. Du moins pour les pays ayant plus de puissance de feu que ceux restés à l'époque féodale et donc faciles à diriger. Ou alors, il s'agissait de toutes petites îles que la plupart des gens ne savaient même pas qu'elles existaient. En particulier, l'Amérique centrale et les Caraïbes étaient encore largement sous le contrôle de divers empires européens, mais elles se trouvaient aussi juste à la porte des États-Unis. Cuba, par exemple, était sous contrôle espagnol, mais elle traversait une série de mouvements de libération qui s'étaient pour la plupart transformés en une guerre civile de faible intensité ou en une série d'attaques de guérilla, selon le camp auquel vous apparteniez dans cette équation particulière. Mais Cuba faisait aussi pas mal de commerce avec les États-Unis. Et tout comme dans le prélude à la guerre d'indépendance des États-Unis plus d'un siècle auparavant, il y avait maintenant une combinaison de perturbations économiques qui coûtaient beaucoup d'argent à des gens riches et de désaccords politiques sur la façon dont des puissances européennes lointaines géraient des affaires relativement proches des États-Unis. Lorsqu'on ajoute à cela une couverture médiatique qui cherchait davantage à faire des gros titres et à vendre des journaux qu'à s'embarrasser de choses ennuyeuses comme les faits, les rouages de l'intervention ont commencé à se mettre en marche. Une méthode classique employée par une puissance du XIXe siècle pour exprimer son inquiétude et protéger ses intérêts économiques. Pour les citoyens présents dans une zone particulière, un navire de guerre était envoyé pour surveiller la situation. Ainsi, en janvier 1898, le croiseur cuirassé United States Ship Maine fit son apparition dans le port de la Havane, armé de 2 tourelles jumelles de 10 pouces montées en échelon ainsi que d'une variété de canons plus petits. Le Maine avait été l'un des premiers nouveaux navires en acier avec le cuirassé Texas. Après presque une décennie passée entre son autorisation et sa mise en service effective, elle n'était entrée en service que quelques années avant ce moment. Elle imposait ainsi une présence dominante dans les eaux d'Amérique centrale. Certains la qualifiaient de cuirassé d'une certaine catégorie, généralement un cuirassé de seconde classe en raison de ses canons plus petits. Au-delà de la sémantique, avec sa coque blanche, sa superstructure ocre et ses canons noirs, elle avait l'allure de la fonction. Aux commandes se trouvait un certain capitaine Charles D. Sigsbee, un vétéran de 53 ans de la guerre de sécession américaine, qui avait un intérêt passager pour l'hydrographie. Alors que les tensions avec l'Espagne montaient, il soupçonnait que quelque chose pourrait arriver à son navire. Alors que le Maine était amarré, la visite à bord était interdite aux étrangers et les autres navires ne pouvaient pas s'approcher au-delà d'une certaine distance. Les marines à bord ont reçu l'ordre d'assurer une surveillance constante avec des munitions prêtes près des petits canons. Ailleurs dans le monde, les tensions continuaient de s'intensifier. De l'autre côté de l'Atlantique, l'industrie britannique de la construction navale prospérait. Non seulement un vaste programme d'expansion pour la Royal Navy, mais aussi toute une série de commandes de navires de guerre de taille variée pour environ une demi-douzaine de marines étrangères en même temps, y compris l'Espagne, qui avait commandé quelques destroyers. Mais il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles l'Espagne, compte tenu des tensions en Amérique centrale, cherchait à acquérir davantage de navires. En passant de nouvelles commandes et en reprenant des navires initialement destinés à d'autres qui ne pouvaient plus les acquérir, et ces navires seraient disponibles bien plus tôt. Le Brésil, par exemple, avait commandé 4 nouveaux croiseurs protégés quelques années plus tôt. L'un d'eux, en raison de circonstances économiques, avait déjà été vendu sur cale au Chili. Et alors qu'ils s'apprêtaient à prendre livraison du deuxième, les 2 derniers semblaient potentiellement être à vendre. Et si c'était le cas, eh bien l'Espagne était intéressée. Afin de les empêcher de tomber entre les mains de l'Espagne, l'attaché naval américain au Royaume-Uni était désormais autorisé à intervenir et à les acheter pour la marine américaine. Si c'était ce qu'il fallait pour les empêcher de tomber entre les mains des Espagnols, au final, ils seraient effectivement achetés par la marine américaine et deviendraient la première classe New Orleans. Mais à bord du Maine, ces soutes contenaient par hasard 2 types de charbon différents. Il y avait du charbon anthracite,
le combustible par défaut historique de la marine américaine, car il était disponible dans divers gisements de charbon dans l'est des États-Unis, et du charbon bitumineux qui avait été chargé quelques mois plus tôt. À Newport News maintenant, bien que l'anthracite brûlait plus proprement et était beaucoup plus stable lors du stockage, il était aussi quelque peu coûteux. Le charbon bitumineux disponible dans d'autres bassins houillers américains était moins cher, et du moins dans le cas du charbon bitumineux disponible aux États-Unis. Par pied carré de grille de chaudière, il brûlait un peu plus chaud, offrant ainsi plus de puissance, mais il était aussi beaucoup moins stable et à peu près aussi subtil qu'une brique en pleine figure. Il dégageait d'énormes nuages de fumée noire épaisse, ainsi que des étincelles lorsqu'il brûlait, contrairement à l'anthracite qui, si elle était brûlée correctement, ne produisait pratiquement aucune fumée visible. La quantité importante de composés secondaires dans le charbon bitumineux signifiait également que les grilles devaient être nettoyées plus régulièrement et que les cendres devaient aussi être évacuées beaucoup plus souvent. Avec une flotte élargie désormais presque entièrement propulsée à la vapeur, la marine américaine, malgré ses inconvénients, passait à l'utilisation du charbon bitumineux moins cher. Presque entièrement pour des raisons de coût. Mais avec la possibilité d'avoir besoin d'agir rapidement, le capitaine Sigsbee avait conservé autant de ce charbon bitumineux que possible, car le charbon anthracite permettait un voyage relativement facile jusqu'à la Havane et nécessitait un minimum de travail pour les chaudières une fois arrivé là-bas, tandis que sa réserve de charbon bitumineux serait utile, en raison de sa puissance supérieure, pour faire avancer le navire plus rapidement, au cas où quelque chose se produirait quelque part le long de la côte cubaine. Le Maine devait initialement être de retour aux États-Unis à la mi-février, mais on craignait maintenant que si elle partait, à moins qu'un navire similaire ou plus grand ne la remplace, tout avantage que les États-Unis auraient pu gagner en influence dans la région grâce à sa présence serait perdu. Le navire restait encore à l'écart des habitants, à l'exception de quelques invités triés sur le volet pour le dîner. Il fut donc décidé que d'autres navires civils américains qui se rendaient à la Havane ou en revenaient recevraient l'ordre de laisser une partie de leurs provisions au Maine pour lui permettre de rester sur place et que le torpilleur United States Ship Cushing serait également envoyé pour livrer des articles militaires spécifiques dont le Maine avait besoin, mais que les navires civils ne transportaient généralement pas. Tout semblait se dérouler à peu près comme prévu, mais ensuite, dans la nuit du 15 février 1898, apparemment sans raison, la proue du Maine disparut dans une explosion colossale. Le navire sombra rapidement, avec pas moins de 261 morts, la plupart étant des membres d'équipage tués sur le coup par l'explosion ou peu de temps après. Projetés dans le port en pleine nuit, puis noyés, seuls quelques officiers sont morts, principalement parce que les quartiers des hommes du rang se trouvaient surtout à l'avant du navire, là où l'explosion a eu lieu, tandis que la plupart des cabines des officiers étaient tout à l'arrière, soit aussi loin que possible de l'explosion tout en restant à bord du navire. Au total, moins d'une centaine des 355 membres d'équipage ont survécu, et avec cette perte de vies humaines, la situation a commencé à dégénérer rapidement. Les médias ont accusé l'Espagne d'avoir coulé le navire avec une mine, ce qui a vite mené à la guerre hispano-américaine. Mais dès le début, certaines personnes voulaient savoir ce qui avait réellement coulé le Maine. Aux États-Unis, le secrétaire à la marine avait fait cette remarque. La division des opinions semblait être davantage liée aux convictions politiques des gens qu'aux faits. Les partisans de la guerre affirmaient que l'Espagne avait fait exploser le navire, justifiant ainsi le conflit. Ceux qui ne voulaient pas de conflit disaient principalement que c'était un accident et que, par conséquent, ce n'était pas une raison de partir en guerre. Même l'un des premiers messages du capitaine Sigsbee semblait ménager la chèvre et le chou, disant « Probablement le Maine détruit par une mine, peut-être par accident. Je suppose que son emplacement a été piégé avant son arrivée, peut-être il y a longtemps, je ne peux que le supposer. » La plupart des officiers de marine semblaient pencher davantage pour l'accident que pour le sabotage. Frank F. Fletcher, qui a donné son nom à la classe de destroyer Fletcher de la Seconde Guerre mondiale et oncle de l'amiral Frank Jack Fletcher, écrivait alors « La catastrophe du Maine est le seul sujet ici maintenant. » Peu à peu, tous pensent que la catastrophe vient de la position de la soute à munitions, près des soutes à charbon, où il a sans doute eu combustion spontanée.
Le principal officier d'artillerie de la marine américaine, Philip R. Alger, alors à l'Académie navale, a même écrit une lettre publique pour contrecarrer ceux accusant les Espagnols, tandis que des indices montraient que d'autres officiers promouvaient la thèse de la mine espagnole. Et il en avait assez d'être ignoré. Il a écrit « Concernant la cause de l'explosion du Maine, nous savons qu'aucune torpille moderne ne peut provoquer seule une telle explosion, de la nature de celle qui s'est produite à bord du Maine. Nous ne connaissons aucun cas où l'explosion d'une torpille ou d'une mine sous la coque d'un navire a fait exploser la soute à munitions à l'intérieur. Cela a simplement ouvert un grand trou sur le côté ou le fond par lequel l'eau est entrée et à la suite duquel le navire a coulé. Les explosions de soute à munitions, au contraire, produisent des effets exactement similaires à ceux de l'explosion à bord du Maine. Pour rechercher la cause de l'explosion de la soute à munitions du Maine, nous devrions rechercher d'abord les causes contre lesquelles nous nous sommes déjà prémunis, plutôt que des causes improbables ou inhabituelles. La plus courante d'entre elles est l'incendie dans les soutes. Plusieurs de nos navires ont souvent été en danger à cause de cela. Récemment, un incendie dans les soutes du Cincinnati a vraiment mis le feu à des installations et des caisses en bois, à l'intérieur de la soute à munitions. Et si cela n'avait pas été découvert à temps, cela aurait sans doute entraîné une catastrophe à bord de ce navire, semblable à celle du Maine. Je tiens encore à souligner le fait qu'aucune torpille n'a explosé. Aucun navire n'a jamais produit cela. Ou, d'après nos connaissances, cela peut-il déclencher l'explosion d'une soute à munitions? Il avait souvent raison. Près de 20 ans plus tard, le pré-dreadnought Seiner Majestat, Schiff Pommern, fut détruit par l'explosion d'une soute à munitions après une frappe de torpille. Les torpilles de la Première Guerre mondiale transportaient des ogives 3 à 4 fois plus puissantes qu'à la fin des années 1890, avec peu d'amélioration au système de défense contre les torpilles. Et même après ce naufrage en particulier, les ogives de mines et de torpilles beaucoup plus grandes avaient tendance à laisser entrer l'eau suffisamment rapidement pour éteindre tout incendie que l'explosion initiale aurait pu provoquer. Dans divers magasins de munitions, en précisant l'incendie à bord de l'United States Ship Cincinnati, un examen des archives de la marine américaine pour 1895 à 1897, de plus. Pourtant, le premier mois de 1898 montre que, durant ces années, avant la perte du Maine, il y avait eu pas moins de 3 incendies de soute à charbon sur le croiseur United States Ship Olympia et 4 sur l'United States Ship Wilmington. Au moins un incendie a été enregistré sur l'United States Ship Petrol, le Lancaster et l'Indiana, et il y a eu plusieurs incendies à bord du croiseur cuirassé United States Ship Brooklyn. Bien que le nombre exact n'ait pas été quantifié, ce qui est peut-être inquiétant en soi. L'incendie qui a été enregistré à bord du Cincinnati, ainsi qu'un autre à bord de l'United States Ship New York, avait failli provoquer l'explosion des soutes à munitions, comme cela a été partiellement mentionné dans la lettre ci-dessus. Et l'United States Ship Oregon avait également signalé que ces soutes à munitions avaient été menacées par au moins un incendie dans une soute à charbon, bien que pas de façon aussi immédiate que sur le Cincinnati ou le New York. En fait, 3 mois avant la perte du Maine, le secrétaire adjoint à la marine, un certain Theodore Roosevelt, avait en réalité recommandé une enquête approfondie sur les différents types de charbon et les causes de toutes ces combustions spontanées dans la marine. Et au moment de la perte du Maine, il avait en fait déjà mis en place des ordres permanents auprès des attachés navals américains pour obtenir des informations sur les procédures que suivaient les marines étrangères afin de prévenir l'ignition spontanée du charbon. Alors pourquoi, étant donné cela, a-t-on dit que le Maine avait été coulé par une mine espagnole? Il y a plusieurs raisons. Les factions politiques qui voulèrent la guerre, ainsi que la presse avide de gros titres, et la guerre leur en donnait de très bons, ont été très bruyantes pour promouvoir leur théorie de la mine. Certains éléments de la marine américaine ont également adopté cette position parce que, franchement, c'était le moindre de 2 choix indésirables. Si le Maine avait été perdu à cause d'un problème interne, alors l'équipage et le capitaine du navire étaient gravement en faute. Et il y avait peut-être aussi un problème sous-jacent avec les navires de la marine américaine. Ils auraient dû admettre d'importantes défaillances internes dans la marine, mais ne le voulaient pas vraiment. À l'inverse, si les Espagnols étaient responsables, il restait tout de même la question de savoir si l'équipage avait été négligent de ne pas avoir repéré le déploiement de la mine. Mais il y avait quelques échappatoires à cela.
Les Espagnols auraient pu agir sournoisement ou placer la mine à l'ancrage avant l'arrivée du navire principal. Les mines de port étaient alors contrôlées depuis la terre, pouvant être activées ou désactivées à volonté, à condition que les fils tiennent. Cela, bien sûr, impliquerait que la faute retombe entièrement sur quelqu'un d'autre que la marine américaine. Et puis, bien sûr, une fois la guerre déclarée, quelques mois plus tard, non seulement la perte du Maine était un bon cri de ralliement, mais cela aurait aussi été extrêmement embarrassant d'admettre ensuite que vous étiez entré en guerre à cause d'un énorme malentendu. Mais en privé, la marine américaine a rapidement convoqué une cour d'enquête, tout comme les Espagnols. Les Américains, bien sûr, avaient une bien meilleure idée de la structure et des procédures de fonctionnement du navire, tandis que les Espagnols, du moins au début, avaient un accès plus direct à l'épave et, évidemment, une bien plus grande familiarité avec la configuration du port. Pendant les premiers mois entre le naufrage et la déclaration de guerre, une certaine coopération existait même entre les deux camps. L'enquête préliminaire espagnole a été rapidement bouclée, car ils n'avaient pas l'autorisation de plonger sur l'épave, ni même de plongeurs pour y accéder. Au début, ils étaient principalement limités à des observations depuis des bateaux et par des nageurs à la surface, ainsi qu'à l'interrogatoire de témoins locaux et à leur propre expertise technique dans ces domaines. Ils ont conclu que la cause générale était probablement une sorte d'explosion interne. Cela était basé sur le fait qu'ils n'avaient connaissance d'aucune mine placée dans la zone et qu'ils n'ont trouvé aucune preuve de cela. Gardez à l'esprit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles les dissidents auraient pu poser une mine pour essayer d'impliquer les États-Unis dans la guerre, plutôt que les Espagnols eux-mêmes. Ils ont aussi remarqué l'absence de banques de poissons morts après l'explosion, contrairement à ce qui se produit habituellement lors d'une explosion dans un port peu profond, contrairement à une explosion à bord d'un navire. Là où la boule de feu en expansion, qui était quelque peu plus lente par rapport à l'onde de choc initiale, comme cela se produisait avec une mine ou une torpille, serait ce qui se propageait principalement dans l'eau. Et les témoins qu'ils ont pu trouver ont rapporté avoir vu le navire exploser, mais personne n'a signalé avoir vu une colonne d'eau s'élever à côté du navire, comme si une source externe, telle une torpille ou une mine, déclenchait tout cela. Le lendemain de l'envoi du rapport préliminaire par les officiers espagnols, une petite flottille de navires américains est arrivée pour commencer à examiner l'épave par eux-mêmes. Cela comprenait des plongeurs de la marine américaine qui étaient là pour se concentrer sur ce qui était réellement arrivé au navire, ainsi que d'autres plongeurs commerciaux qui étaient là sur ordre de la marine américaine pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient. Une semaine après le naufrage, quelques plongeurs espagnols avaient aussi été trouvés pour aider. Sans surprise, ces trois groupes se gênaient parfois les uns les autres. L'enquête a entendu des témoignages affirmant que les procédures appropriées pour s'occuper des soutes à munitions et des bunkers avaient été respectées, et que les torpilles du navire que certains pensaient avoir pu être impliqués d'une manière ou d'une autre n'étaient en fait pas armées et ne pouvaient donc pas être la cause. Les plongeurs, fouillant les restes de la proue, ont rapidement confirmé qu'une ou les deux soutes avant avaient explosé, avec plus de dégâts constatés à bâbord qu'à tribord. Bientôt, beaucoup d'examens et de questions se sont concentrés sur la quille du navire, car juste à l'avant des soutes, la quille avait été soulevée au-dessus du niveau du pont principal et tordue. La question semblait être de savoir si une explosion interne pouvait provoquer un acte aussi violemment massif. Bien qu'il y ait eu des théories avancées qui pourraient expliquer que seules les soutes aient explosé, provoquant ainsi cette déformation. Au final, le tribunal a conclu que le navire avait été touché par deux explosions distinctes. Une mine sous la proue du navire l'a soulevé, provoquant une forte courbure de la quille. Une seconde explosion dans les soutes à munitions avait arraché et replié les ponts blindés et principaux sur eux-mêmes. Mais, point crucial, la Cour n'a pas pu déterminer qui était responsable de la mine. Ils ont estimé qu'une puissante mine avait explosé à la proue du navire. Ils pensaient que cela s'était produit devant les soutes à munitions. On avait oublié d'indiquer clairement qui était responsable de la pose de la mine. Alors que la nation s'enfonçait dans la guerre, la responsabilité de l'explosion fut principalement attribuée à l'Espagne. Mais d'autres experts ne tardèrent pas à s'opposer à l'idée d'une mine. De l'autre côté, au Royaume-Uni,
Un lieutenant-colonel, Bucknell, expert en mines et ayant mené de nombreuses expériences pratiques sur d'anciens navires, affirma dans un article publié dans une revue professionnelle qu'une mine suffisamment puissante pour causer les dégâts observés aurait nécessité un certain temps de préparation et une équipe assez nombreuse pour l'installer si elle avait été placée dans le port. Ainsi, les Espagnols n'avaient que moins de 24 heures de préavis pour l'arrivée du Maine, et encore moins de temps pour savoir à quel des 4 grands postes d'amarrage prévus pour les navires de guerre elle serait amarrée. Et le fait qu'il s'agissait de quais commerciaux très fréquentés, avec un navire-école de la marine allemande à moins de quelques centaines de mètres, il a soutenu qu'aucune installation d'un dispositif aussi grand n'aurait pu passer inaperçue. Et l'idée d'une mine dérivante, compte tenu de l'emplacement de l'explosion, profondément dans ou sous le navire, aurait presque certainement été accrochée au fond marin, bien avant de pouvoir atteindre le navire lui-même. Il a aussi noté que, selon son expérience, les mines explosant sous les navires provoquaient souvent l'enfoncement de larges parties de la coque. Pas une brève et brusque remontée, comme ce qui a été observé avec la quille du Maine. Il a affirmé qu'un feu dans la soute à charbon avait déclenché celle de 6 pouces, provoquant ensuite l'explosion d'une grande partie de la soute de 10 pouces. Quand cela a explosé, tous les ponts ont été soulevés et la partie inférieure du navire enfoncée, puisque la proue n'avait pas été immédiatement séparée complètement du navire. Cela aurait soulevé la quille à l'avant de l'explosion, les parties supérieures du navire étant projetées vers le haut, tirant la quille, tandis que l'explosion vers le bas créait un point faible pour qu'elle se plie. La proue se détachant alors en grande partie et coulant assez rapidement. La proue d'abord, combinée au reste du navire poussé vers l'avant par l'eau. Pour combler le vide de l'explosion, cela aurait accentué l'effet d'accordéon et laissé la quille plier, comme observé. Il a souligné que la poudre noire à combustion lente des charges du canon de 10 pouces aurait produit une grande quantité de force soutenue, du moins en ce qui concerne les explosions, comparé à certaines des poudres sans fumée les plus récentes qui produiraient un effet quelque peu différent, sous la forme d'une explosion beaucoup plus rapide et dévastatrice. Mais la situation allait traîner jusqu'en 1910. La guerre hispano-américaine était finie, Cuba indépendante, et l'épave du Maine prenait une place précieuse dans le port. Le Congrès a donc voté des fonds pour renflouer l'épave, récupérer autant de corps que possible qui se trouvaient encore à l'intérieur, ainsi qu'examiner l'épave de façon plus approfondie, puis la déplacer dans des eaux plus profondes où elle ne gênerait personne. Avec la possibilité d'examiner l'épave plus en détail et sans menace de guerre, une nouvelle commission d'enquête fut convoquée. Le plan prévoyait de construire une enceinte étanche autour de l'épave, d'en drainer l'intérieur, puis de découper les parties les plus endommagées pour un sauvetage séparé, et ensuite rendre la majeure partie du navire à nouveau étanche afin qu'il puisse être renfloué. Ces travaux commencèrent à la fin du printemps et au début de l'été 1911, mais au fur et à mesure de l'opération, cela sembla devenir une course contre la montre. La partie arrière du navire était bien sûr dans le meilleur état pour être renflouée. Mais une fois que toute l'eau eut été pompée hors de la bâtarde d'eau, on découvrit que le bâtard d'eau subissait une énorme pression extérieure, et il semblerait qu'il faudrait le renforcer très rapidement. Ce renforcement devait initialement traverser la zone de la proue endommagée, ce qui nécessiterait son enlèvement rapide. Et donc, les inspections devaient être terminées avant que le bâtard d'eau ne cède et n'inonde tout. Pour gagner du temps, une grande partie de l'enquête devait donc être réalisée en prenant autant de photos détaillées que possible pour un examen ultérieur. Cependant, il s'est avéré que les ingénieurs de l'armée américaine ont réussi à renforcer le bâtard d'eau sans affecter la proue. Après un peu de réflexion intelligente, cela signifiait qu'ils se sont retrouvés avec beaucoup de photos et une prolongation de leur temps pour examiner physiquement le navire. Tout cela a conduit à la commission Vreeland, nommée d'après l'amiral qui la supervisait. En 1912, la plupart de l'épave a été renflouée, transportée au large puis coulée, tandis que les éléments les plus lourds sont restés sur place, enfouis puis recouverts par la boue. Le nouveau rapport a révélé que les dégâts subis par le navire étaient en réalité bien plus graves que ce que la commission de 1898 avait estimé, ce qui était compréhensible étant donné qu'ils opéraient dans une visibilité très limitée. Fait intéressant, cependant, ils étaient d'accord avec le lieutenant-colonel Bucknell à ce sujet. La déformation de la quille devant les soutes à munitions était due à l'explosion de la soute principale avant, et non à une mine. Cela dit, ils ont tout de même conclu que le principal responsable de tout l'incident était une sorte de mine.
Une mine bien plus petite, située dans une zone différente, bien plus en arrière. Ils affirment qu'une force externe a déplacé environ 10 mètres carrés de plaques de coke vers l'intérieur, alors que la majorité était déplacée vers l'extérieur. Ces plaques déplacées vers l'intérieur, selon eux, étaient la preuve d'une mine qui avait déclenché la soute de 6 pouces, ce qui avait ensuite déclenché la soute de 10 pouces, de retour de l'autre côté de l'Atlantique. Bucknell demeurait sceptique face à cette théorie de la mine, ayant observé que des explosions internes et la déformation du navire pouvaient altérer les plaques, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et la position proposée de la mine juste à l'arrière des soutes de 6 pouces et du côté bâbord. Cela aurait dû causer beaucoup plus de dégâts aux compartiments machines avant, qui étaient presque adjacents à l'endroit où la soute aurait commencé à exploser. Comparé à la quille tordue, située environ 10 à 15 couples plus à l'avant. Pourtant, la version officielle d'une sorte de mine est restée pendant environ 6 décennies jusqu'à ce que, dans les années 1970, l'amiral Rickover, qui à ce stade avait installé un réacteur nucléaire dans presque tout ce pourquoi il avait pu obtenir l'autorisation, décida de réexaminer lui-même le naufrage, accompagné d'une importante équipe d'autres experts. Bien que l'épave ne puisse désormais en aucun cas fournir de nouveaux résultats, le grand nombre de photos de qualité prises en 1911 ainsi que les documents et descriptions ont permis une enquête en utilisant des techniques d'architecture navale bien plus avancées qui lui étaient désormais accessibles. Je vais maintenant lire une partie du rapport, celle qui concerne l'évaluation de l'épave elle-même. Commentaire sur les preuves. Il y a eu 3 examens distincts de l'épave. Le premier, réalisé dans le cadre de la commission d'enquête américaine de 1898, le deuxième, effectué par des plongeurs espagnols, également en 1898, et le troisième, réalisé dans le cadre de la commission d'inspection et de contrôle de 1911. La description de l'épave, contenue dans le rapport de la commission d'enquête de 1898, a été obtenue essentiellement à partir d'inspections de plongeurs dans une eau boueuse. Les plongeurs espagnols qui ont examiné l'épave en 1898 étaient encore plus désavantagés car ils connaissaient moins bien le navire. Entre 1898 et 1911, plusieurs opérations de sauvetage ont eu lieu après le pompage de l'eau. Des éléments mineurs de l'épave ont peut-être été perturbés, la poudre dissoute, l'acier rouillé et le bois pourri en 13 ans d'immersion, mais l'essentiel de l'épave est resté intact. L'inspection de 1911 s'est faite par relevé à l'air libre après assèchement de l'épave dans une enceinte étanche. Cela a permis d'identifier précisément presque chaque morceau de l'épave, de mesurer les déplacements et de réaliser un enregistrement photographique. Par conséquent, malgré le laps de temps entre l'explosion et l'inspection de 1911, notre étude de l'épave s'est basée sur les données de 1911. Les déclarations, photos et croquis du rapport de 1911 sur l'épave sont généralement cohérents. Les photographies ont été prises au fur et à mesure de l'assèchement et du démantèlement de l'épave. Dans certains cas, des éléments de l'épave ont été retirés entre 2 prises de vue. Cela a été pris en compte lors de l'interprétation des photographies. Preuve d'une explosion de soute à munitions. La destruction de la structure principale avec les flancs de la coque et les superstructures du pont arrachées prouve sans doute une grande explosion interne. C'est la réaction immédiate en voyant les photographies de l'épave. Cette impression est confirmée par des similitudes avec des expériences ultérieures. Une étude récente sur l'efficacité des ogives a déclenché des charges explosives dans des épaves de destroyer en considérant les types, tailles et positions des explosifs. Les dégâts produits étaient remarquablement similaires à ceux observés sur le principal. L'explosion interne sur le principal était sans aucun doute une explosion de soute puisque seules les soutes contenaient une quantité de matière explosive suffisante pour causer les dégâts documentés. Les débris ne laissent également aucun doute sur le fait que l'explosion s'est produite dans les soutes avant, puisque les soutes arrière ont été retrouvées intactes dans la partie arrière du navire, moins endommagée. Ampleur et emplacement de l'explosion de la soute. Il est tout à fait clair que l'intégralité du contenu de toutes les soutes avant n'a pas explosé. Des débris non explosés de munitions de 1, 6 livres, 6 et 10 pouces ont été retrouvés partout dans et autour de l'épave, ce qui le prouve. Les preuves ont donc été examinées afin de déterminer quelle quantité de poudre ont explosé et de localiser la zone où l'explosion s'est produite. C'est la zone que nous devons examiner pour trouver des indices sur la cause initiale. L'emplacement du centre de l'explosion peut être déterminé à partir des dégâts structurels causés à la conduite principale comme suit.
La direction et la manière dont les ponts supérieurs ont été arrachés indiquent que le centre de l'explosion se trouvait à l'arrière du complexe du magasin avant. De plus, la cloison longitudinale entre le magasin de 10 pouces A13M et la soute à charbon A15 du côté tribord était encore attachée au fond intérieur, et une partie de la cloison 21 entre la soute à munitions fixes avant et le magasin avant de 6 pouces A6M était encore attachée au côté tribord de la coque. Des cloisons similaires du côté bâbord avaient été complètement emportées, ce qui indique que la force de l'explosion était plus grande du côté bâbord que du côté tribord. Enfin, les dégâts au niveau du fond intérieur étaient les plus graves dans la zone sous le magasin de réserve de 6 pouces A14M, qui se trouvait du côté bâbord autour de la membrure 27. La conclusion de 1911 plaçant le centre de l'explosion dans le magasin de réserve de 6 pouces est confirmée par les preuves. Les détails des dommages structurels incluent aussi des preuves sur la quantité probable de poudre ayant explosé. L'expérience acquise lors de la Seconde Guerre mondiale avec des explosions de bombes sur des navires légers similaires aux Maine permet d'interpréter ces preuves. L'étendue des dégâts causés par les bombes a été liée à la quantité et au type d'explosifs qu'elles contenaient. En étudiant les dégâts similaires causés par des explosions internes sur le Maine, nous voyons qu'ils atteignaient la cloison 54 à l'arrière, sans aller plus loin. À l'avant du centre de l'explosion, près de la cloison 27, les dégâts internes se sont étendus jusqu'à la proue. À partir de cela, on estime que 10 000 à 20 000 livres de poudre ont explosé. L'estimation considère que les soutes du Maine contenaient de la poudre prismatique brune et non un explosif puissant comme ceux des bombes de la Seconde Guerre mondiale. On suppose que la poudre noire ou brune est environ 2/3 aussi efficace pour causer des dégâts structurels que le même poids de trinitrotoluène. La quantité de poudre contenue dans les soutes avant est estimée avoir été dans la soute de réserve de 6 pouces, A14M, 11 180 st. Dans la salle de munitions avant, A9M, un peu plus de 6 700. Dans la soute à obus de 10 pouces avant, A12M, livres sterling 2498. Dans la soute à munitions de 10 pouces avant, A13M au 39 500. Et dans la soute à munitions de 6 pouces avant, A6M 12 262. Pour un total de juste un peu plus de livres 72 000. Les preuves montrent que l'explosion venait de la soute de réserve de 6 pouces A14M, où 10 000 à 20 000 de poudre ont explosé. Nous pouvons conclure que la majeure partie des 11 190 dans la soute de réserve de 6 pouces A14M a explosé, peut-être en même temps qu'une partie du contenu des soutes adjacentes. Concernant les dommages au sol sous le centre de l'explosion, la commission de 1911 a conclu ainsi. La commission estime que les dommages subis par le fond de la coque principale, décrits ci-dessus, ont été causés par l'explosion d'une charge d'explosifs de faible puissance. À l'extérieur du navire, entre les couples 23 et 31, impact B, côté bâbord. Cela a causé l'inflammation et l'explosion du contenu de la soute de réserve de 6 pouces. A14M a indiqué que le contenu contenait beaucoup de poudre noire. L'explosion plus ou moins complète du contenu des autres soutes avant a suivi les explosions initiales, entraînant la destruction du navire. Cette conclusion était basée presque entièrement sur l'apparence de la structure inférieure détruite du côté bâbord, située approximativement entre les couples 22 et 33. En se basant sur les couples et virures, la commission de 1911 a identifié 4 sections endommagées du fond. La commission a indiqué que la section de fond 1 avait été déplacée vers l'intérieur et les sections adjacentes vers l'extérieur. Le déplacement dans la section 1 a été pris par la commission comme preuve de ces conclusions. Nous ne pensons pas que cette conclusion puisse être tirée des preuves. Il paraît plus juste de conclure, selon toutes les preuves, qu'il n'y a pas eu d'explosion externe. Les arguments en faveur de cela sont les suivants. Toute la structure inférieure dans cette zone a été déformée vers le bas, à l'exception de A. La pièce de la section 1 du bordé extérieur autour des virures B et C a été repliée vers l'intérieur sur le fond intérieur fortement écrasé, et B, le bord adjacent de la virure de galbord-bâbord A, qui a été légèrement plié vers l'intérieur. La tôle repliée vers l'intérieur de la section 1 a été pliée de façon régulière, sans être gravement endommagée, et ne montre aucun signe de rupture ou de déformation typique d'une explosion externe ou d'une explosion proche.
Les mines de contact espagnoles de l'époque contenaient une charge de 100 à 200 livres de coton-poudre. Une telle charge aurait endommagé le fond extérieur sur 15 à 25 pieds de diamètre et aurait très probablement rompu la quille si elle avait explosé au niveau ou à proximité de la virure B. L'emplacement de la charge aurait été nécessaire si la soute de 6 pouces devait être enflammée par l'explosion. La quille n'est pas brisée ici et le bordé extérieur de fond ne montre pas les déformations typiques d'une explosion extérieure. Le bordé intérieur de fond semble avoir été plus déformé que l'extérieur dans cette zone, ce qui contredit encore les attentes. Si une explosion extérieure avait eu lieu, si une explosion extérieure n'avait pas eu lieu à proximité de la membrure 30, le repli vers l'intérieur de la partie du bordé de fond de la section 1 dans cette zone doit être expliqué d'une autre manière. Une explication simple n'est pas disponible, mais voici quelques façons dont cela aurait pu se produire. Le magasin de réserve de 6 pouces était limité par des cloisons transversales aux couples 24 et 30 et par 2 cloisons longitudinales, dont l'une à l'intérieur était directement au-dessus du bordé B. Une membrure longitudinale reliait le bordé intérieur et extérieur au niveau du bordé B. Lorsque le magasin a explosé, les 2 bordés de fond et les cloisons ont été déchirés. Le fond intérieur, près du bordé de la section 1, a probablement cédé avant les cloisons. Lorsque les cloisons ont été violemment déplacées, les parties attachées de la structure du fond ont été projetées vers le haut. Au cours du processus, le bordé du fond intérieur s'est replié et la membrure longitudinale a été arrachée et projetée vers le haut également. Un autre phénomène pourrait aussi expliquer la position finale du bordé de fond de la section 1. Les ruptures du fond auraient permis à des gaz explosifs sous haute pression du magasin de se répandre dans la structure du fond. Les gaz auraient déplacé la structure sur le côté et sous le navire, repoussant l'eau. Le retour rapide de l'eau et l'inondation soudaine du navire ont pu plier vers l'intérieur le bordé extérieur non renforcé, le plaçant ainsi dans sa position finale. La flexion vers l'intérieur du bord du galbord bâbord. Une déformation du bordé de fond peut s'expliquer comme suit. Avant l'explosion, le bord de la tôle A était fixé au fond de la section 1. Lorsque la section 1 a été projetée vers le haut par l'un des mécanismes décrits ci-dessus, le bord de la tôle A a été entraîné jusqu'à ce que les rivets cèdent. Un autre effet qui aurait pu contribuer à la flexion vers l'intérieur de la section 1 et de la tôle A était la force de l'impact avec le fond du port. Juste après l'explosion, le navire a coulé. Bien que ces explications concernant l'état de la tôle soient conjecturales, un phénomène tel que le repliement vers l'intérieur de la section 1 n'est pas unique dans le domaine de la réponse structurelle aux charges explosives. Le poids global des preuves obtenues à partir du fond endommagé du navire principal tend à indiquer l'absence d'une explosion externe, dommage à la quille et à la proue. La commission de 1898 a conclu que l'explosion principale venait d'une mine sous le navire, près de la membrure 18. La principale preuve avancée pour étayer cela était l'apparence de la quille dans la région des membrures 18 à 22 et la position de la section de la proue, telles qu'elles ont été révélées par les inspections des plongeurs. La quille était pliée en forme de V inversée, avec le sommet du V au-dessus de l'eau, et la section de la proue était tournée vers bâbord et chavirée sur son côté tribord. On pensait que ces déplacements venaient d'une explosion externe sous la quille près de la membrure 18. L'emplacement est sous la soute à munitions avant de 6 pouces à 6M. Après l'assèchement de l'épave, la commission de 1911 a conclu que l'explosion ne s'était pas produite au niveau du cadre 18, mais dans la soute de réserve de 6 pouces à 14M près du cadre 27, et qu'une explosion externe sous cet emplacement l'avait déclenchée. Comme indiqué dans les sections précédentes, notre examen des preuves confirme cet emplacement comme centre de l'explosion, mais pas que l'explosion ait été déclenchée par une explosion externe. Aucune preuve ne soutient la conclusion de 1898. La forme en V de la quille et le chavirement de la section avant étaient des conséquences secondaires de l'explosion de la soute qui n'ont aucune incidence sur la présence ou non d'une explosion externe. Ce sont néanmoins, à première vue, des phénomènes plutôt surprenants. Pour conclure sur les preuves de l'épave, voici une explication des positions de la quille et de la proue. L'explosion a détruit la poutre de la coque, arraché les flancs, rompu les ponts et réduit l'espacement entre les fonds. La section avant a été séparée de l'arrière, sauf là où elle restait reliée par la quille et le fond, la tôle étant surtout côté tribord. Le pont de protection a été brisé au niveau de la membrure 24 par l'explosion. La plupart des parties avant de ce pont ont été repliées vers le haut et vers l'avant par-dessus la proue, emportant avec elles des parties des ponts d'équipage, principales et de superstructure.
Une nouvelle phase de destruction a suivi, due au naufrage des sections avant et arrière. Le déplacement du pont protecteur et d'autres charges a rendu la section avant très instable, provoquant son basculement sur tribord. La structure inférieure reliant l'avant et l'arrière avait encore quelques éléments intacts, mais ils n'étaient pas suffisamment solides. Privé du soutien des flancs et des ponts, ils ne pouvaient résister à la flexion et à la torsion causée par la section avant chavirée. En raison de la forme et de l'instabilité de la partie avant restante, l'extrémité arrière de la quille près du cadre 17 a été soulevée bien au-dessus de sa position normale. La quille et le bordé de fond ont été pliés en position verticale entre les cadres 21 et 17, comme noté lors des enquêtes de 1898 et 1911. La section arrière de la coque a été inondée par le trou, de sorte que la partie arrière intacte du navire s'est inclinée vers l'avant. Puisque la structure de fond reliant les sections avant et arrière était probablement déjà au fond du port au niveau du cadre 21, la section arrière a continué de couler, a plié la quille et le fond à proximité du cadre 35 en pressant le fond du navire entre les cadres 35 et 21 contre le fond du port ou en le suspendant à la section avant chavirée au cadre 179. La séquence exacte des événements reste incertaine sans études ou expériences supplémentaires, mais le mécanisme expliquant l'état final de la section avant de l'épave n'implique apparemment pas d'explosion externe à la coque. Alors, au final, que s'est-il passé? Très probable, incendie dans la soute A16. De tels incendies s'étaient déjà produits et étaient assez fréquents avant la destruction du navire principal, jusqu'au point de menacer les soutes à munitions d'un navire, même en plein jour, alors qu'il y avait nettement plus d'hommes présents. Cette explosion s'est produite la nuit, alors qu'il y avait beaucoup moins d'hommes pour inspecter les soutes et les magasins. Les incendies dans ce type de soute à charbon étaient difficiles à détecter au départ, surtout avec ce charbon. Ils pouvaient couver assez profondément sous la surface exposée du charbon et étaient isolés par ce même charbon. Ils pouvaient augmenter la température dans leur voisinage immédiat sans élever suffisamment la température à l'extérieur du tas de charbon pour déclencher une alarme thermique. La soute principale n'avait pas été inspectée pendant environ 12 heures avant l'explosion, bien que cela soit conforme au programme d'inspection prévu. Mais cette période était suffisamment longue, comme l'ont montré d'autres incendies de soute à charbon, pour qu'un feu de soute commence à chauffer les cloisons intermédiaires, puis mette le feu au contenu des compartiments adjacents, comme la soute de réserve des canons de 152 mm. En bref, Main n'a tout simplement pas eu de chance.